Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui, Inch'Allah, pour continuer la section 18. Alors, on s'est vu entre guillemets via la vidéo vendredi, et vendredi on avait commencé la section 18. Alors rappelez-vous, on a fait la page 104 qui est là devant vous. Et puis, à titre d'exemple, pour illustrer le développement d'un polyèdre, j'ai fait avec vous l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc, je les ai fait comme des exemples, je les ai illustrés et je les ai corrigés et je vous ai expliqué comment, à partir d'un... Donc, pour l'exercice 1, comment à partir d'un polyèdre, on remonte à son développement. D'accord? Et dans l'exercice 2, comment à partir du développement, on peut retrouver le polyèdre. D'accord? Et je vous avais donné quelques conseils très pratiques. J'espère que vous les avez retenus, principalement deux. À savoir, lorsque vous voulez identifier un polyèdre à partir d'un développement ou le contraire, vous devez, repérer le nombre et la nature des faces qui constituent votre polyèdre. Si je prends par exemple un cube, voilà quelque chose de simple, c'est constitué de 6 carrés. D'accord? Donc numéro 1, j'en ai 6 et j'ai des carrés. Donc le nombre et la nature des faces, des polygones, donc des figures planes à 2 dimensions, qui constitue votre polyèdre, qui lui est quelque chose qui est en volume, d'accord? Votre polyèdre est en volume, votre polygone est en 2 dimensions, il est aplati si vous voulez. Donc, premièrement, on a dit, on vérifie le nombre et la nature des polygones qui constituent votre polyèdre. Exemple, dans le cube, il y a 6 carrés. Deuxièmement, vous regardez comment sont agencés, ça veut dire comment sont placés les polygones les uns par rapport aux autres, de sorte que lorsque vous refermez votre modèle, vous tombez sur le solide. D'accord? Je peux mettre par exemple 6 carrés d'une certaine manière, tel que si je plie, je ne retrouve pas mon cube. Donc il faut aussi s'imaginer dans sa tête, ça c'est une petite gymnastique du cerveau, on doit s'imaginer notre modèle se plier, d'accord, comme s'il était entre vos mains, il se plie, et à ce moment-là, est-ce qu'il donne oui ou non votre polyèdre? Donc l'agencement, comment sont placés les polygones les uns par rapport aux autres dans votre modèle, c'est très important, parce que même si vous avez le bon nombre et la bonne nature des polygones, donc par exemple vous avez 6 carrés pour votre cube, s'ils ne sont pas placés correctement, quand vous allez refermer votre développement, votre modèle, eh ben vous ne tomberez pas sur un cube. Donc 2 choses importantes que je viens de rappeler. 1, nombre et nature des polygones qui constituent votre polyèdre. 2, il faut qu'ils soient bien placés les uns par rapport aux autres, pour que lorsque l'on referme ou lorsque au contraire on ouvre notre développement, on puisse retrouver notre polyèdre. Ça va? Ok, alors on avait la dernière fois corrigé l'exercice 1 et 2, vous aviez pour cette fois-ci à faire l'exercice 3. Alors on va y aller tout de suite avec la correction de l'exercice 3. Observe chaque solide et encercle le développement qui ne correspond pas au solide. Alors rappelez-vous, j'ai tendance toujours à commenter les exercices à faire pour la prochaine fois pour ne pas que vous soyez bloqués. D'accord? Donc en général, tous les petits tas de tous les exercices, je les commente, je les corrige. Comme ça, vous êtes capable par vous-même, au moins en suivant entre guillemets la correction du petit tas, vous êtes capable de faire la suite de l'exercice par vous-même. Alors, ici, je ne pense pas que je vous avais donné de correction, mais je vous ai donné des petites astuces. Alors, on va commencer tout de suite sans plus tarder la correction du 3. Je veux juste, avant ça, que vous fassiez bien attention de bien lire l'énoncé, parce que cette fois-ci, on ne vous demande pas quel est le modèle qui correspond aux polyèdres qui sont là, mais le contraire, celui qui ne correspond pas. Autrement dit, sur les 3 modèles qu'on vous donne, 2 fonctionnent, 1 ne fonctionne pas.
Donc là, ça vous montre déjà une chose, c'est que vous pouvez avoir plusieurs modèles, plusieurs développements pour un seul et même polyèdre. D'accord? Donc on n'a pas un seul développement unique pour un polyèdre, on peut en avoir plusieurs, tels que quand on les replie, on tombe sur notre polyèdre. D'accord? Ok, alors on y va avec le premier. Si vous regardez, le premier, vous avez pyramide à base pentagonale. Alors rappelez-vous, pentagonale, penta c'est 5, donc vous avez ici une base, la base, pardon, c'est un polygone qui est un pentagone. D'accord? Vous avez une pyramide, ça veut dire que dans une pyramide, vous avez toujours tout se croise en une pointe, en un sommet. D'accord? Ici, tous les triangles qui constituent les côtés en fait de votre pyramide se croisent, si on veut, en une pointe, contrairement au prisme où vous n'avez pas de pointe dans le sommet. D'accord? Donc, pyramide à base pentagonale, vous avez une base qui est un pentagone et tous les triangles qui démarrent à partir de chaque côté de votre pentagone se recroisent en haut en un seul et unique sommet. D'accord? Alors, on va regarder. Alors, premièrement, 1, on a une base pentagonale, donc on a un pentagone, et 2, on a combien de triangles? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On l'a dit tout à l'heure, autant de triangles que de côtés du pentagone, puisque chaque côté du pentagone, c'est la base, entre guillemets, de votre triangle qui est ici. Là, on a un autre côté du pentagone, suivez bien la petite souris, c'est la base ici de votre triangle. D'accord? Donc, j'ai un pentagone, j'ai 5 triangles. Voyons voir ici. Si on regarde la base, vous avez ici quoi? Ok, je vais commencer ici. Vous avez ici un pentagone, 5 côtés égaux. Vous avez ici un pentagone, 5 côtés égaux. Vous avez ici, oups, regardez bien, vous avez un hexagone. Vous avez une base hexagonale et non pentagonale. Donc vous avez 6 côtés égaux. Il est clair maintenant que juste en se basant sur l'argument de la base, vous êtes capable de dire que le 1, oh, pardon, donne toutes les réponses, que le modèle 1 ou le développement 1 ne correspond pas à ce solide. Ici, c'est facile à voir qu'il correspond. Supposez maintenant, une vue d'esprit, que chacune des pointes ici des triangles remonte vers vous, de sorte que la pointe de la pyramide, elle pointe vers vous en fait. Imaginez-la qu'elle sort de l'écran et qu'elle vienne vers vous, chacune d'elles. Elles vont se croiser en un point au centre ici, mais vers vous. Ici, ce qui se passe, c'est que vous allez plier un peu comme un éventail, de sorte que chaque base de votre triangle va venir ici entourer votre pentagone. Donc le modèle, le développement 2 et le développement 3 correspondent bien à la pyramide à base pentagonale. Par contre, celui qui ne correspond pas, c'est bien le 1. Ok? Donc vous entourez le 1. Je ne mets pas tout de suite la réponse parce que lui ne me donne pas au fur et à mesure, je le mettrai à la fin. Donc ici, vous entourez le développement 1. Prisme à base hexagonale. Donc ici, vous voyez, vous avez un prisme, il n'y a pas de pointe, entre guillemets, et la base est hexagonale, donc vous avez en bas et en haut un hexagone de même dimension, de même caractéristique. Donc, votre hexagone, comme on l'a dit ici tout à l'heure, ça signifie quoi? C'est-à-dire que la base, si on la regarde toute seule, c'est un hexagone, c'est une figure qui contient 6 côtés égaux. D'accord? Donc, on a un prisme, donc en haut et en bas, on a votre hexagone. Qu'est-ce qui relie les deux? Ce sont des rectangles. Et là encore, j'ai autant de rectangles que de côtés de mon hexagone. Regardez, là j'ai mon hexagone. Un côté, j'ai un rectangle. Un autre côté, j'ai un rectangle. Et ainsi de suite. Si on voit celui de derrière, ce côté-là, j'ai ce rectangle-là. Donc pour chaque côté, s'appuie, si on veut, un rectangle. Donc finalement, si j'ai un hexagone, 6 côtés égaux, 6 côtés, donc 6 rectangles qui viennent s'appuyer sur chacun des côtés. Donc j'ai ici 2 hexagones et 6 rectangles de même dimension, de longueur, de largeur égale à
à la mesure de votre hexagone, ou du côté de votre hexagone. Alors on regarde ici, vous avez ici, on a bien notre hexagone, donc on retrouve nos deux bases, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos 6 rectangles, d'accord? En plus, vous pouvez voir que celle-ci fonctionne bien, parce que si vous pliez cet hexagone à 90 degrés, ça veut dire qu'il va sortir de l'écran pour venir vers vous, lui il va remonter pour sortir de l'écran, et vous allez rouler, si on veut, tout le long, de sorte que chaque rectangle va venir s'appuyer sur un côté de votre hexagone. Donc là, c'est comme si vous tournez autour de sorte à refermer puis obtenir votre prisme à base hexagonale. Ici, vous avez un hexagone. Ici, vous avez un hexagone et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectangles. Ça a l'air que très probablement ça va fonctionner. Alors on va vérifier. Ici, vous allez supposer que vos 6 rectangles remontent vers vous. D'accord? Donc, cet hexagone-là se trouve en bas. Ici, vous relevez vos 6 rectangles et celui-ci va se plier par en haut. Vous arrivez à l'imaginer? Donc, vous remontez vos 6 rectangles vers vous, ils sortent de l'écran vers vous. Lui, il reste en bas, cet hexagone-là, donc il va constituer notre base. Et celui qui est là va refermer un peu comme un chapeau, va venir par-dessus. Ça va? Excellent. Donc, lui, il a l'air de très bien fonctionner, donc ce n'est pas celui que je vais entourer. Voyons ici. J'ai en effet un hexagone, mais j'en ai un seul. Où est le deuxième? Il n'y en a pas. Donc là, celui qui ne correspond pas, c'est en effet la figure 3, parce que premièrement, elle n'a qu'un seul hexagone, alors qu'ici j'en ai 2. Et deuxièmement, si vous pliez ici les 6 triangles et non pas les 6 rectangles, donc là, vous avez 6 triangles et non 6 rectangles, elles vont revenir vers vous et elles vont se croiser en un point, en un sommet comme ici. Et ici, vous avez en fait une pyramide à base hexagonale. Parce que si vous remontez les 6 triangles, ils vont ressembler à ça et ils vont se croiser en un point et la base, au lieu d'être pentagonale, va être hexagonale. Donc ici, ce n'est pas un prisme puisqu'on se croise en un seul point, un seul sommet. Et en plus, il manque le deuxième hexagone. Donc, je vous donne 1001 arguments. Il suffit juste de me dire, ben madame, vous savez, dans un prisme, vous avez 2 hexagones et il n'y en a qu'un, ça fonctionne. Puis là, d'autres peuvent me dire, mais vous savez, on a 6 rectangles, ben là, j'ai 6 triangles. Donc, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez donner l'argument que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous vous êtes rendu compte que celle qui ne correspond pas, c'est bien la 3. Moi, je vais plus loin, j'essaie de vous faire imaginer à quoi ça pourrait ressembler. C'est pour ça que je vous dis, si vous le pliez, vous allez avoir tout simplement une pyramide à base hexagonale. On continue? Tronc de pyramide. Alors, pourquoi on appelle ça tronc de pyramide? Parce qu'en réalité, c'est une pyramide et on est venu couper la partie haute et on a gardé le tronc. Ça veut dire la partie basse, la partie un peu comme un arbre. Si on vient couper et on garde le tronc, ça veut dire qu'on a gardé la partie qui se trouve en bas. D'accord? Donc, tronc de pyramide. Alors, si on observe, vous avez ici un carré, ici un autre carré, mais de tailles différentes, d'accord? Contrairement à un prisme, on avait dit que lorsque vous avez un prisme, la base et la partie qui lui est parallèle doivent être de même grandeur et de même nature. Donc, ça veut dire que j'ai 2 carrés de même dimension. Or, ici, j'ai 2 carrés de dimensions différentes. Donc, ce n'est pas un prisme, d'accord? Donc ici, j'ai 2 carrés de taille différente, puis j'ai ce polygone. Si vous reconnaissez bien, c'est un trapèze. D'accord? Donc ici, j'ai un trapèze et j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc finalement, mon tronc de pyramide, il est fait de 2 carrés de différentes tailles, la taille du côté est différente, et j'ai 4 trapèzes. Alors on vient voir. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un carré avec 4 triangles. Est-ce que ça correspond? Ben non, c'est clair que ça ne correspond pas. Premièrement, j'ai un carré. Ici, j'en ai 2. Deuxièmement, j'ai 4 triangles, alors qu'ici, j'ai 4 trapèzes. Donc, il est clair que celui qui ne correspond pas, c'est en effet le développement 1. Pour être sûr, on va quand même jeter un coup d'œil sur le 2 et le 3. Regardez ici. J'ai ici ma base, le grand carré. J'ai mes 4 trapèzes. Et j'ai mon petit carré.
Donc lui, il fonctionne très bien parce que imaginez que mes 4 trapèzes, ils remontent vers vous, ils sortent de l'écran, ils viennent vers vous, et le petit carré, un peu comme le chapeau, il va venir par-dessus. D'accord? Donc lui fonctionne très bien. Et ici, ça fonctionne aussi parce que si vous pliez cette partie-là vers vous, et vous allez entourer ça autour de ce carré, et vous venez rajouter le petit carré comme un petit chapeau par-dessus, ça va fonctionner aussi. Vous avez vos 4 trapèzes, le grand carré, pardon, et le petit carré. Donc celui qui ne fonctionne pas, c'était bien le développement numéro 1. On continue. Prisme à base carrée. Vous avez ici clairement un prisme. La base, elle est enfoncée, carré. Donc je retrouve ici en parallèle mon carré de même dimension. Donc j'ai 2 carrés de même dimension et j'ai 1, 2, 3, 4 rectangles. D'accord? Donc je regarde ici. Où est-ce que j'ai 2 carrés et 4 rectangles? Alors, 2 carrés de même grandeur et 4 rectangles de même grandeur. Donc ici, si je m'imagine encore une fois, nos 4 rectangles les plier vers vous, cette partie-là, ça va être la base qui est en bas. Et la partie qui est là, c'est la base qui va être en haut. Donc ça veut dire c'est le carré qui va faire un peu le chapeau par-dessus. Donc lui, il fonctionne bien. Donc lui, il n'y a pas de problème. Ici, on retrouve nos 2 carrés et nos 4 rectangles. Si on l'imagine, il suffit de remonter ce carré vers vous, un peu à la perpendiculaire, donc sort de l'écran. Pareil ici, lui sort de l'écran et il pointe vers vous. Il pointe, et ce n'est pas une pointe. En fait, le côté qui est ici va venir vers vous. Et ensuite, vous allez, entre guillemets, rouler tout autour du carré, cette partie-là, et ça va vous donner votre prisme à base carrée, un peu comme le cube. Si vous regardez ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 6 carrés. Donc là, il y a un problème sur le nombre et la nature, puisque nous, on a vu que dans le prisme à base carrée, vous avez 2 carrés, et là, 4 rectangles, et là, vous avez tout simplement 6 carrés. Donc, celui qui ne correspond pas, c'est très clair, c'est le développement numéro 3. Ça va? On continue. Le cylindre, ils ont mis la petite étoile en disant que c'est plus compliqué, mais je ne suis pas d'accord. C'est le même principe, sauf que dans le cylindre, ce qui se passe, c'est que vous avez deux figures, vous avez 2 cercles, donc la base est un cercle, et vous avez ici un rectangle qui vient s'enrouler autour du cercle, d'accord? Donc, voyons voir, est-ce que l'on a ça? Ici, on a 2 cercles et un rectangle. Maintenant, supposez que le cercle, vous le rabattez vers vous, imaginez qu'il pointe un peu vers vous, et là aussi, vous le remontez à 90 degrés, donc il vient vers vous, et vous roulez votre rectangle autour des 2 carrés, excusez-moi, autour des 2 cercles. Donc là, vous avez la partie supérieure qui est ici, et là, vous avez la partie inférieure qui est ici. Et lui, il s'est enroulé autour de vos 2 petits cercles. Ça va? Donc le 1 fonctionne, donc c'est pas lui que je cherche pour l'instant. La 3, je saute exprès. Donc là encore, si vous rabattez ces 2 petits cercles vers vous, à 90 degrés, et vous enroulez ce rectangle, vous retrouvez très facilement le cylindre. Ce qui est important de voir dans le cylindre, c'est que vous avez un cercle en haut, entre guillemets en haut, et un cercle en bas qui fait votre base. Donc, ils doivent être opposés à des positions opposées par rapport à cette partie-là qui est en fait un rectangle qu'on a roulé. Si vous regardez ici, dans le développement numéro 2, vous avez 2 cercles ensemble. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez rouler ici, vous allez avoir un vide en bas. Et en haut, vous allez enrouler votre rectangle autour de 2 cercles. Ça ne marche pas. C'est comme si ici, vous aviez un cercle, puis un deuxième, et vous allez rouler autour des 2 cercles, et en bas, ça va être vide. Donc ici, ce n'est pas possible. Pourtant, regardez bien, vous avez 2 cercles et un rectangle, 2 cercles et un rectangle. Donc c'est la remarque que je vous ai fait au début quand j'ai fait le rappel. Vous pouvez avoir le bon nombre, la bonne nature des polygones ou des figures géométriques, mais lorsqu'elles sont mal placées et que vous voulez fermer votre développement, vous ne tombez pas sur votre polyèdre. D'accord? Donc ici, c'est un très bon exemple. Si je viens rouler mon rectangle autour des cercles, mais je n'obtiens pas du tout mon cylindre, puisque mes 2 cercles doivent être l'un en face de l'autre, séparés d'un rectangle. Ça va?
Donc ici, on va donner les réponses. Clairement, il fallait répondre 1 pour le petit a, 3 pour le petit b, 1 pour le petit c, 3 pour le petit d et 2 pour le petit e. Ça va? Ok, si j'essaie de mon mieux de vous faire comprendre, à part le fait d'avoir compté et à part le fait d'avoir identifié le type de polygone, mais aussi essayez toujours cette vision 3D pour être convaincu. Une dernière remarque sur cet exercice, c'est que si par exemple vous avez trouvé s'il y en a un parmi tout cela, que vous avez trouvé difficile un peu à imaginer en 3D, je vous conseille vivement, prenez une feuille, votre règle, votre crayon, tracez le modèle, découpez avec le ciseau et faites-le. La meilleure façon de s'en convaincre, c'est de le faire réellement. Donc là, vous avez des modèles pas trop difficiles à faire. Vous pouvez les tracer, respecter les dimensions et découper et faites-les. Et vous allez voir que ce que je vous ai dit par rapport au pliage, ça fonctionne. D'accord? Donc s'il y en a un que vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à le faire par vous-même. Inch'Allah. Excellent. Donc, on continue. On va voir la page 106. Et puis là, on va voir la deuxième partie du cours qui part de la relation de l'air et les polyèdres convexes. Alors, on va y aller un à la fois. On va parler tout d'abord des polyèdres convexes et ensuite, je vous parlerai de la relation de l'air. Alors, pour les polygones convexes, on va lire ensemble la définition, puis je vous donnerai une petite astuce pour vous en souvenir. Alors, un polyèdre est convexe, ça c'est la définition, si on peut appuyer chacune de ses faces sur une surface plane. Ok, on va expliquer bien sûr. Le polyèdre, on est d'accord, c'est notre figure à 3 dimensions qui est composée de polygones. D'accord? Le polygone, figure à 2 dimensions, qui est formée, qui est figure fermée à 2 dimensions, qui est formée pardon, je perds mes mots, qui est formée j'allais dire les arêtes, mais je ne vais pas prendre d'avance, qui est formée d'un certain nombre de côtés, d'accord? On va dire ça comme ça. Donc, maintenant que vous avez votre polyèdre, supposez que vous avez votre table ou votre bureau, d'accord? Si vous êtes capable de prendre ce polyèdre et de le tourner dans tous les sens, ça veut dire de le poser sur votre table dans différents sens, et à chaque fois vous réussissez à mettre une face au complet sur votre table, à ce moment-là, on dira que votre polyèdre est convexe. Si je prends la pyramide qui est ici, par exemple, si je prends la pyramide, je peux la poser sur ma table, sur la base. Et votre base, si c'est une base carrée, tout le carré est en contact avec la table. Maintenant, si je décide de tourner ma pyramide et je mets une face ici triangulaire sur la table, à ce moment-là, tout mon triangle, ça veut dire ma face au complet, est en contact avec ma table. D'accord? Maintenant, si je tourne encore ma pyramide et je regarde cette face-là, encore une fois, la face au complet de ce polyèdre va être en contact avec la table. Pareil si je regarde l'autre face qui est derrière et celle qui est ici en arrière. Donc, dans le cas de la pyramide, par exemple, à base carrée, peu importe dans quel sens je vais la poser sur ma table, à chaque fois, je vais avoir la face au complet qui est en contact avec ma surface plane, qui est en fait ici ma table. Ça va? Regardez par exemple le cas de l'étoile. L'étoile, si je veux par exemple faire ensemble... Regardez, l'étoile ici, si vous regardez ici, vous avez comme une partie creuse, d'accord? Est-ce que cette partie-là peut être en contact avec la table au complet? Est-ce que je peux le faire? Non, je ne peux pas. Ça veut dire que là, votre polyèdre n'est pas convexe parce que j'ai une partie ici de votre figure en volume, donc le polyèdre, dont je ne peux pas placer complètement sur une surface plane. Une des faces, si vous voulez. Si je pose l'étoile, vous allez dire « Ah, madame, ça marche, on peut mettre l'étoile à plat sur la table. » C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et si je tourne de l'autre côté, je peux mettre l'étoile, l'autre face de l'étoile, à plat sur la table. C'est vrai. Mais j'ai dit que dans le polyèdre, toutes les faces doivent être posées à plat
sur votre surface plane, donc sur votre table. Si pour une face ça ne marche pas, ça veut dire que votre polyèdre n'est pas convexe. Donc là, on voit que ça fonctionne bien pour la face de l'étoile et de l'autre côté. Par contre, si vous venez ici pour placer cette partie-là, qui est un peu comme, si vous voulez, un rectangle, ou celle-ci, ben vous ne pouvez pas la placer ici, à plat. C'est pas possible. Donc, lorsque vous avez au moins une face que vous ne pouvez pas placer à plat, sur une surface plate, donc qui est votre table, que je ne peux pas mettre à plat sur la table, à ce moment-là, votre polyèdre n'est pas convexe. Alors, une petite astuce que quelqu'un m'avait dit une fois, c'est que lorsque vous regardez votre figure, supposez un chat qui court derrière la souris, d'accord? Si un chat court derrière la souris, est-ce qu'il y a dans cette figure un creux ou un coin dans lequel la souris peut se cacher? S'il n'y en a pas, c'est que votre polyèdre est convexe. S'il y en a, c'est que votre polyèdre n'est pas convexe. Autrement dit, si je prends la pyramide ici, et supposez un chat qui court derrière une souris, tourne autour de, si vous voulez, de votre pyramide, est-ce que votre souris peut se cacher quelque part? Non. Alors que si, par exemple, je mets à plat ici mon étoile sur la table, eh ben, la souris peut venir, par exemple, dans ce coin-là et se cacher pour que le chat ne la voit pas. Ok? Donc, le coup du chat et de la souris, c'est de se dire, lorsque je suis à l'extérieur et je vois qu'il y a un petit creux dans lequel je peux venir me cacher, alors très probablement, quasi sûr, vous n'êtes pas convexe. Alors que s'il n'y en a pas, regardez ici, je ne peux pas me cacher nulle part, le polyèdre est convexe. Donc, ce que je vais faire, c'est que toujours je vais donner l'argument. Alors, pour justifier si c'est convexe ou pas, on va toujours donner l'argument de la définition. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une face que je peux appuyer sur ma surface plane? Autrement dit, est-ce qu'il y a une face que je peux appuyer sur ma table? Si oui, il est convexe. Sinon, il n'est pas convexe. Et après, je vous montrerai aussi rapidement, pour quelques exemples, l'histoire du chat et de la souris. Regardez ici, la souris aurait pu se cacher, donc ce n'est pas convexe. Ça va? Donc ici, on voit très clairement que la souris peut se cacher ici, elle peut se cacher ici, elle peut se cacher là, elle peut se cacher là et elle peut se cacher là. Vous voyez? Excellent. Alors, ça c'est la première définition, c'est à savoir, vous devez savoir reconnaître les polyèdres qui sont convexes, non convexes. Pour la prochaine fois, vous aurez un exercice à faire, je peux vous le montrer tout de suite, comme ça ce sera fait par exemple, qui se trouve à la page 108. Ce sera un exercice à faire pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc l'exercice 6 où vous devez reconnaître est-ce que vos figures qui sont là sont convexes ou non convexes. D'accord? Donc là encore, vous devez toujours justifier, bien sûr, vous connaissez, avec moi on justifie toujours. Je n'ai pas de réponse qui viennent parachuter du ciel. Donc on va toujours justifier pourquoi c'est convexe, pourquoi c'est non convexe. D'accord? Pour chacune des figures que vous aurez dans votre exercice. C'est bon? Si vous avez des questions que ce n'est pas très clair, notez-les, puis jeudi, quand on se voit sur Zoom, je vous répondrai, Inch'Allah. On continue la suite. Alors, ici, oh, excusez-moi. On continue ici. Allez, hop. Alors, est-ce que je peux monter? Super. Ok, au XVIIIe siècle, le mathématicien suisse Léonard Euler a découvert une relation entre le nombre de sommets, de faces et d'arêtes des polyèdres convexes. Alors, ce que l'on va voir ici, c'est que uniquement pour les polyèdres convexes, il y a une relation qui lie ces caractéristiques-là. Alors, je vous fais un petit rappel ici, regardez. Je prends l'exemple du carré. D'accord? J'ai dessiné ici un carré. Votre carré a 4 sommets. C'est quoi le sommet? C'est la jonction ou c'est l'endroit où se croisent deux côtés. D'accord? Pardon. Donc là où se croisent deux côtés de votre carré, vous avez un sommet, une pointe si vous voulez. Si je regarde ici mon carré, vous avez 1, 2, 3,
4 pointes, donc 4 sommets. D'accord? Si je regarde encore mon carré, il est fait de côtés. Alors le côté qu'on a habituellement appelé côté, en réalité s'appelle arête. Donc l'arête, c'est chaque, si on veut, segment, ou chaque droite si vous voulez, mais le bon terme est segment, chaque segment que vous avez qui relie, chaque ligne brisée aussi si vous voulez, qui mis ensemble fait votre figure. Donc si je regarde ici mon simple carré que j'ai pris à titre d'exemple, petite flèche, je vous montre ici une arête, une deuxième arête, une troisième arête et une quatrième arête. D'accord? Donc elle, je l'ai mis un peu plus foncé pour que vous la voyez. Ça, c'est une arête. Et vous en avez une, deux, trois et quatre. Donc 4 arêtes pour mon carré. Maintenant, mon carré, j'ai ici mis avec des petites barres obliques, j'ai montré la face. Donc ça, c'est la face d'un carré. Souvenez-vous, dans le chapitre précédent, on a calculé l'aire d'une surface. Donc la face d'une figure, c'est en réalité, si vous voulez, sa surface. D'accord? Et dans le chapitre précédent, on avait calculé l'aire de cette surface. Donc la face, c'est tout simplement, si vous voulez, la surface de votre polygone. D'accord? Ok. Et là, c'est une face. Si je prends un polyèdre qui est par exemple le cube, votre cube ici, il est constitué de plusieurs faces puisqu'il est constitué de plusieurs carrés. Et chaque carré ici a une face. Comme j'ai 6 carrés, j'ai en fait 6 faces carrées. Si vous prenez votre dé, le dé que vous jouez avec dans les jeux, si vous regardez, il a 6 faces, il a 6 parties planes, il a 6 surfaces planes. Et si on regarde la nature de cette surface, ce sont des carrés. Vous auriez pu avoir des rectangles, des triangles, etc., etc. Dans le cas du cube, ce sont des faces qui sont carrées, des surfaces qui ont la forme géométrique d'un carré. Ça va? Donc, j'ai voulu rappeler ça. Qu'est-ce qu'un sommet? La pointe, l'arête, qui est ici le segment, et la face, qui constitue ici un polyèdre, qui est par exemple le cube, donc une face carrée. Pourquoi j'ai utilisé ça? Pour arriver au fait que lorsque vous avez, là on fait le parallèle avec ce qu'on a lu ici, lorsque vous avez un polyèdre convexe, donc un polyèdre dont je peux appuyer chacune des faces sur la table, donc sur une surface plane, à ce moment-là, il y a une relation mathématique qu'on appelle la relation de l'aire, une relation mathématique qui relie le sommet, l'arête et la face. Cette relation mathématique, encore une fois je dis, uniquement pour les polyèdres convexes est S plus F moins A égale 2. Cette relation est à savoir par cœur et surtout il faut la comprendre. S veut dire sommet, F veut dire face, A veut dire arête. Donc si je fais la somme de nombre de sommets plus le nombre de sommets de votre polyèdre plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes, alors ça, c'est toujours égal à 2 lorsque j'ai un polyèdre convexe. Si mon polyèdre est non convexe, cette relation n'est pas vérifiée. Donc je ne peux pas l'utiliser, autrement dit. Je ne peux pas utiliser cette relation si mon polyèdre est non convexe. Cette relation ne peut s'utiliser uniquement et seulement lorsque votre polyèdre est convexe. Ok? On a ici des exemples. On va regarder les exemples ensemble. Ok, on y va. Donc voici la relation de l'aire qui relie sommet, face, arête. D'accord? Alors si on considère dans le premier exemple une pyramide à base carrée qui est dessinée ici, on regarde. Alors si par exemple on sait que dans cette pyramide à base carrée, le nombre de sommets c'est 5. Regardez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Les pointes, d'accord? Les sommets c'est les pointes. Donc j'ai 5 sommets. Ensuite j'ai combien de faces? J'ai la base qui est un carré. Et puis j'ai là combien de faces? J'ai un triangle, premier triangle, pardon, deuxième triangle, troisième triangle, quatrième triangle. Donc j'ai 4 triangles et un carré. Donc j'ai 5 faces, 5 surfaces si vous voulez. D'accord? J'ai 4 faces triangulaires et une face carrée.
donc 5 faces. Si, par exemple, j'ai une pyramide à base carrée et je sais qu'elle a 5 sommets et 5 faces, je suis capable, par le calcul, de retrouver le nombre d'arêtes. Comment je fais? J'applique la formule qui est ici, S plus F moins A égale 2. S, on le sait, on l'a calculé, c'est 5. F, on l'a calculé aussi. On ne l'a pas calculé, excusez-moi, on l'a compté. On a compté le nombre de sommets, on a compté le nombre de faces, 5 et 5. Alors ça devient 5 plus 5 moins A égale 2. 5 plus 5, 10. Donc 10 moins A égale 2. Que vaut la valeur de A? Qu'est-ce qui 10 moins quelque chose égale 2? Ben, A égale 8. D'accord? Donc A, c'est 10 moins 2, ça fait 8. Donc la pyramide à base carrée compte 8 arêtes. Ben, vérifions, regardez, vous avez un carré en bas. Donc il y a 1, 2, 3, 4 arêtes. On va rajouter celle-ci, 5, celle-ci, 6, celle-ci, 7 et celle-ci, 8. Donc on retrouve bien à travers la figure qu'on a bien 8 arêtes dans notre pyramide. Donc le calcul vient bien réconforter notre compte qu'on a fait sur la figure. Ça va tout le monde? En plus, on observe bien que cette pyramide n'est pas non convexe, elle est convexe en fait, de manière correcte. C'est un polyèdre qui est convexe. Donc polyèdre convexe, je peux appliquer la relation de l'air. La relation de l'air, une fois appliquée, j'ai remarqué avec la figure que ça fonctionne. Donc tout va bien. Ça va tout le monde? Là, on va prendre une figure un peu plus complexe, un icosaèdre. Un icosaèdre, c'est un polyèdre régulier. Régulier signifiant que tous les côtés sont de même mesure. Donc si on regarde ici par exemple le triangle qui est formé ici, ben, tous les autres triangles qui sont formés ont la même taille que celui-ci. D'accord? Tous les triangles qui forment cet icosaèdre sont de même mesure. Donc un polyèdre régulier formé de 12 sommets. Donc là, on a, si vous voulez compter, allez-y. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais gagner un peu de temps. Donc 12 sommets. Et si vous calculez le nombre de faces, 20 faces. Alors, combien d'arêtes il y a? Là, ça devient très vite compliqué de les compter, mais encore une fois, on peut le faire puisqu'on vous a mis les pointillés qui sont les arêtes qui sont de l'autre côté de la figure et donc qui sont en arrière et qu'on peut compter quand même à travers les pointillés. Alors, vérifions à travers le calcul. Premièrement, est-ce que la figure que j'ai est convexe ou non? C'est un polyèdre convexe. Si j'ai ma petite souris ici qui tourne, elle trouvera pas de creux entre guillemets pour aller se cacher. Une autre façon de le dire, si je veux appuyer ici ce polyèdre sur une surface, sur une table, à chaque fois je vais pouvoir le faire puisque chaque triangle ici, je vais pouvoir le poser, chaque triangle pourra être posé de manière complète, toute la surface, sur ma table. Ok? Il n'y aura pas de partie qui va rester que je ne pourrai pas appuyer sur ma surface plane, qui est la table. Ok? Peu importe dans quelle direction vous allez tourner cet icosaèdre, vous allez toujours réussir à poser une surface ici, plane au complet, une de ces faces, pardon, sur une surface plane au complet. Ça va? Donc le triangle ici, je le mets au complet sur ma table. Si j'utilise l'autre triangle, ça marche aussi. Si j'utilise celui-ci, ça marche aussi. Même si j'utilise celui-ci, ça marche aussi. D'accord? Alors, si on vient maintenant, on vient de voir qu'on a un polyèdre qui est convexe, donc je peux appliquer la relation de l'air. On a dit on nous dit qu'il y a 12 sommets, donc S, je le remplace par 12. On nous dit qu'il y a 20 faces, F, je remplace par 20. Alors maintenant, j'applique la formule. S plus F moins A égale 2, donc 12 plus 20 moins A égale 2, ça vous fait 32 moins A égale 2. Alors, que vaut A? Ben, A vaut 32 moins 2, donc 30. L'icosaèdre contient, ou a, 30 arêtes. Si vous avez la patience, comptez-les, vous allez voir que normalement vous tombez sur 30. Ça va? Alors, ça c'était les exemples pour illustrer la relation de l'air. Donc, encore une fois, je dis et je le redis, vous retiendrez que la relation de l'air ne peut s'appliquer que pour les polyèdres convexes. Et vous allez faire pour la prochaine fois, Inch'Allah, les exercices 4 et 5. Donc,
pour le lendemain en fait. Vous allez faire les exercices 4 et 5. Je vais les expliquer rapidement, ils sont très simples. Alors, premier exercice, on vous demande uniquement de repérer le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces de chacune des figures que vous avez ici. Donc, je rappelle, sommet c'est les pointes, ou autrement dit c'est la jonction de deux côtés, d'accord, ou de deux arêtes pour être plus clair. L'arête c'est justement le segment qui fait un côté du polygone ou du polyèdre. La face c'est une surface complète de votre polygone qui forme votre polyèdre. Combien de faces vous avez. Et vous, à partir du dessin, vous comptez et vous mettez les valeurs que vous trouvez. Ok? Vous pouvez même aller un peu plus loin si vous voulez. Vous pouvez, comme ici, je vous le dis d'avance, vous n'avez que des polyèdres qui sont convexes. Vous pouvez vérifier, par exemple, une fois que vous avez compté vos nombres de sommets, vos nombres d'arêtes et vos nombres de faces, vous pouvez, par exemple, vérifier, est-ce que, si je n'avais pas trouvé le nombre d'arêtes, par exemple, connaissant le nombre de sommets et le nombre de faces, est-ce que je trouve le même nombre pour l'arête, via le calcul. Donc, ça peut être une vérification. Faites-le par le comptage, vous comptez. Et ensuite, venez vérifier par la formule mathématique si vous trouvez, oui ou non, la même chose. Ça vous fera une vérification. Ça va? Mais dans cet exercice, ce n'est pas demandé. C'est moi qui vous le conseille en plus. On va à l'exercice 5 qui sera à faire pour la prochaine fois. Dans cet exercice, il y a deux parties. La première, c'est l'utilisation de la relation de l'air. Alors on vous dit, utilise la relation de l'air, sommet plus face moins arête égale 2, afin de trouver le nombre d'arêtes de chaque polyèdre. Donc on vous donne le nombre de sommets, on vous donne le nombre de faces. Alors, ici je vous conseille vivement d'écrire la relation de l'air au complet. Et vous allez voir que donc S plus F, vous allez mettre ici, donc 4 plus 4 ça va faire 8, ok. Ensuite, vous allez trouver le nombre d'arêtes. 8 moins quelque chose égale 2. 8 moins 2, ça fait 6. Nombre d'arêtes, c'est 6. D'accord? Donc là, je vous donne le petit a. La deuxième partie, c'est ensuite dessine chaque polyèdre et écrit son nom. Pardon. Ça demanderait un peu plus de réflexion de votre part. Vous allez devoir, à partir des caractéristiques de votre polyèdre, déterminer quel est votre polyèdre. Si j'ai un polyèdre avec 4 sommets, 4 faces et 6 arêtes, qu'est-ce que j'ai finalement? Quel est le nom de mon polyèdre? Alors, numéro 1, vous allez devoir le dessiner ici. Et numéro 2, vous allez mettre son nom au complet. D'accord? Et vous allez faire ça pour chacune des questions ici, A, B, C, D. Ça va? Excellent. Donc ici, vous appliquez la relation de l'air. À partir des caractéristiques de votre polyèdre, vous allez trouver le nom du polyèdre et vous allez le dessiner, tout simplement. Donc ça demande un peu plus d'imagination en 3D. Essayez de vous inspirer de ce qu'on a vu dans l'exercice 4, ça peut vous aider, ou des exemples du cours à la page 106. Ça va? Ok, donc ça vient clôturer, terminer notre première partie. Donc on a corrigé l'exercice page 105, on a fait la partie cours de la section 18 et j'ai aussi donné des commentaires pour les exercices à faire pour la prochaine fois. Donc prochaine vidéo Inch'Allah, je vais vous corriger les exercices 4 et 5 si tout va bien, et puis on enchaînera avec les prochains exercices Inch'Allah pour la fois d'après. Sur ce, je vous laisse et je vous dis salam alaikum.